Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Les forces centrafricaines optent pour un renforcement de la sécurité après les offensives rebelles menées ces dernières semaines. Tous les militaires de Bangui sont exhortés à regagner leurs unités respectives. Le marché africain de la téléphonie mobile a enregistré un rebond de croissance de 4,6% au quatrième trimestre 2020, une tendance à contre-courant des résultats globaux constatés en 2020. Les explications de cette performance sont à suivre dans cette édition. Et le Niger récolte les fruits des efforts déployés pour freiner la propagation du coronavirus. Le pays a connu une baisse drastique du nombre d'infections à la Covid-19. Gros plan sur la stratégie adoptée par le gouvernement de ce pays d'Afrique de l'Ouest. En Centrafrique, le second tour des élections législatives et des scrutins partiels se sont tenus le 14 mars dans 118 circonscriptions. Ce processus électoral s'est déroulé sans incident. Néanmoins, les gendarmes sans emploi ou ayant abandonné leur service et exerçant à Bangui sont appelés à regagner leurs unités respectives pour renforcer les rangs des forces de sécurité. Les explications de Mildred Diamou. En Centrafrique, les autorités invitent les gendarmes sans emploi ou ayant abandonné leur service dans la capitale Bangui à s'inscrire auprès du bureau de la gendarmerie nationale. Ils sont exhortés à regagner impérativement leurs unités respectives sous peine de sanction. Un appel qui fait suite à une tentative d'invasion de la ville de Bangui et aux attaques orchestrées par les rebelles de la coalition des patriotes pour le changement après la tenue du deuxième tour des élections législatives. Il faut d'emblée signaler que l'organisation du second tour des élections en République centrafricaine était pour le pouvoir dans le but de consolider et de renforcer surtout la légitimité qui lui manquait. Avec ces élections, ça donne au pouvoir centrafricain la légitimité d'abord de reconquérir l'intégrité du territoire centrafricain et demain, s'il y a négociation, de mener des négociations tout en ayant quelque chose qui ressemble à un mandat du peuple. À Yalinga, au nord-est de la Centrafrique, les groupes rebelles auraient menacé d'amputer les mains et les jambes des électeurs selon des sources militaires. Face à cette situation, la mission onusienne de maintien de la paix en Centrafrique avait déployé plus de 500 militaires supplémentaires afin de densifier le réseau sécuritaire. Un déploiement réussi alors qu'aucun incident majeur n'a été signalé, même avec un faible taux de participation lors de ce scrutin, d'après les autorités. Pour mieux négocier, il faut être légitime. Et pour être légitime, il faut passer par des élections crédibles. Quoi de mieux que les élections généralement inclusives, transparentes, assez bien organisées pour acquérir cette légitimité? Non seulement de reconquérir l'intégrité du territoire, mais demain à dialoguer avec les autres protagonistes. Avec l'appui des forces alliées russes et rwandaises, ainsi que de la mission onusienne de maintien de la paix en Centrafrique, les forces de sécurité centrafricaines ont entrepris de lancer des offensives contre les rebelles avant de reprendre le contrôle de la plupart des localités. Désormais, le gouvernement, qui a à cœur de poursuivre sa mission de pacification et de restauration de l'état de droit sur toute l'étendue du territoire, mise également le renforcement de l'armée nationale. Il faisait partie des covido-sceptiques. Le président tanzanien John Magufuli est décédé le 17 mars, officiellement des suites de problèmes cardiaques, mais selon ses adversaires politiques, il aurait succombé au coronavirus. La Tanzanie observe depuis ce vendredi 14 jours de deuil pour honorer sa mémoire. Retour sur le parcours de John Magufuli et ce qu'il incarnait avec Mildred Diamou. Il n'est plus. Le chef d'État tanzanien John Magufuli est décédé des suites d'une maladie cardiaque. Après 6 ans au pouvoir, celui que l'on surnommait bulldozer pour avoir mené un programme de construction de routes en tant que ministre des Travaux publics et dirigé à la baguette la Tanzanie, s'est éteint le 17 mars 2021 à l'âge de 61 ans. La disparition du président John Pombe Magufuli n'est pas si étonnante que ça, quand on voit comment depuis le début de la pandémie du coronavirus, il a systématiquement nié sa gravité, il a banalisé constamment, il a refusé de prendre les mesures
recommandé par l'OMS au niveau mondial. Il a continué à nier le Covid en affirmant que le Covid n'existait pas en Tanzanie ou n'existait plus. Les discours populistes qu'il avait développés, comme celle d'ailleurs des dirigeants burundais d'aujourd'hui, sont extrêmement dangereuses pour les populations et pour la sous-région, parce que finalement, si la région n'harmonise pas les mesures prises, même si certains pays arrivent à maîtriser le coronavirus, ils seront recontaminés par le mouvement des populations, et ceux qui n'ont pas pris les mêmes mesures recontaminent ceux qui les avaient pris. C'est vraiment un casse-tête dans la sous-région. Fils de paysan, devenu chef d'État de la Tanzanie en 2015, John Magufuli avait été réélu en octobre 2020. Depuis 10 ans, cet inlassable pourfendeur de la corruption au caractère autoritaire souffrait de problèmes cardiaques longtemps dissimulés par sa garde rapprochée. Son mandat se caractérise essentiellement par une lutte acharnée contre la corruption. D'importantes sommes qui évaporaient auparavant dans la fraude fiscale, dans des déplacements ou événements gouvernementaux, sont désormais redirigés dans l'éducation et la lutte contre la pauvreté. John Pombe Magufuli, en fait, aura été un dirigeant tout simplement populiste. Populiste dans le discours, populiste dans la pratique, une volonté réelle d'essayer de changer le pays, mais peut-être pas autant de capacité ni de compréhension de la complexité des choses qu'il y avait à faire. Il s'est montré proche des petites gens, il était aimé des petites gens, justement par son discours populiste. Magufuli voulait se démarquer de cette corruption, mais finalement, la manière de faire a été un vrai problème pour le développement de la Tanzanie, malgré les énormes ressources naturelles dont dispose le pays. De son vivant, le chef d'État John Magufuli a redonné à la Tanzanie ses lettres d'or en restructurant le gouvernement, donnant la possibilité de valoriser le travail et non les pots de vin. Aujourd'hui, ce qui peut être considéré comme un échec dans sa gouvernance reste la restriction de certaines libertés et sa gestion de la pandémie de Covid-19. Et suite à cette disparition, c'est la vice-présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan qui est devenue ce vendredi première présidente de l'histoire de la Tanzanie. Cette mère de famille de 61 ans fera donc partie des rares femmes au pouvoir sur le continent africain. Elle occupera la présidence pour la période restant du mandat de 5 ans du président John Magufuli, réélu en octobre 2020, c'est-à-dire jusqu'en 2025 selon la constitution tanzanienne. L'une des nombreuses conséquences de la pandémie de Covid-19 en 2020 a été à la baisse de 10% du marché global de la téléphonie mobile en Afrique. Néanmoins, au 4e trimestre 2020, le marché africain de la téléphonie mobile a enregistré un rebond de croissance de plus de 4%, une performance que les spécialistes imputent aux smartphones chinois. Les explications de Mildred Diamo. Le marché de la téléphonie mobile en Afrique a connu une croissance de 4,6% au cours du 4e trimestre 2020. Un rebond lié notamment à la progression des smartphones chinois, selon les statistiques publiées par International Data Corporation le 9 mars 2021. Le Covid étant donc arrivé, on n'a toujours pas pu, en application des mesures barrières, autoriser que les populations se regroupent en grande quantité. Donc même chez nous en Afrique, on s'est retrouvé finalement à faire la promotion de la visioconférence, de l'éducation, non plus en présentiel, mais à travers des téléconférences. Or, les téléconférences, vous pouvez les faire comment sans smartphone? C'est pour cela qu'on a vu donc une explosion de la demande des smartphones. Vous pouvez faire les téléconférences comment sans utiliser les téléphones assez indiqués. C'est pour cela qu'on a vu également cette explosion de cette demande-là, toujours en faveur de la Chine. Le rapport de International Data Corporation précise que les marques du groupe chinois Tecno, Itel et Infinix ont dominé le marché africain des smartphones au 4e trimestre 2020 avec une part de marché cumulée de 48,2%. Les marques Samsung et Oppo se sont respectivement classées en 2e et 3e position avec des parts unitaires de 16,1% et 6,4%. Applications de visioconférence, téléphone portable, téléphone intelligent, tablette numérique. C'est pour cela qu'il a fallu les utiliser forcément pour pouvoir faire face maintenant aux mesures qui prévenaient l'expansion ou la propagation de la pandémie du coronavirus. Les gens se déplacent de moins en moins, mais les gens appellent davantage pour demander les nouvelles, pour dénouer une opération. De plus en plus, on est à l'ère de la dématérialisation des transactions. Or, vous pouvez le faire comment sans un terminal? Et c'est justement la raison qui a pu justifier
que le marché de la téléphonie puisse exploser en Afrique malgré la présence du coronavirus. Pour ce qui est des appareils, les fournisseurs ont débuté le lancement des modèles 5G sur le marché, même si le coût des appareils 5G devrait considérablement baisser à moyen terme. Par ailleurs, selon International Data Corporation, le marché africain de téléphonie mobile a connu un repli de 10% au premier semestre 2020, principalement en raison de la pandémie de Covid-19. L'artisanat offre de nombreuses opportunités en termes d'emploi et de richesse au Cameroun. Ce secteur permet notamment aux femmes camerounaises de s'émanciper et de faire valoir leur savoir-faire sur le marché national, comme nous l'explique Joël-Marie Ballot. Au Cameroun, l'artisanat est l'un des plus importants secteurs d'activité avec un pourcentage estimé à 5% du produit intérieur brut pour près de 400 000 artisans selon le Conseil national des artisans en 2020. D'après l'Institut national de la statistique, 80% de ces artisans exercent dans le secteur informel. L'observation de l'artisanat camerounais montre que les femmes s'investissent de plus en plus dans ce secteur d'activité. Elles opèrent essentiellement dans la transformation des produits agricoles et pastoraux, maroquinerie, textile, vannerie, poterie, bijouterie, cosmétique. Un large spectre d'activités qui leur permet de créer des richesses et de s'autonomiser. L'artisanat, pour nous, dans notre famille, c'est un peu quelque chose de, comment on dit, ça se transmet d'enfant à enfant. Donc, nos grands-parents ont toujours aimé confectionner des nattes. Et nous, on a choisi le côté bijoux parce qu'on a constaté que dans nos pays, on se concentre plus sur les bijoux occidentaux. Au Cameroun, l'entrepreneuriat et l'artisanat sont des leviers importants pour l'émancipation des femmes. De nombreuses initiatives sont prises pour aider les femmes à valoriser leur savoir-faire à travers le développement d'activités génératrices de revenus. La confection des bijoux africains, on l'exerce de façon artisanale. Quand on dit artisanal, ça veut dire tout à la main. Donc tout ce qu'on fait, c'est à la main. Les sacs, les boucles d'oreilles, les bracelets, les perruques, c'est à la main qu'on le fait. On aime aussi la confection des tenues traditionnelles. Oui. Conscient de la nécessité de valoriser le secteur artisanal pour contribuer à la lutte contre la pauvreté, à la création des richesses et des emplois, le chef de l'État a promulgué le 3 juillet 2007 une loi qui permet aux artisans, notamment les femmes, de faire valoir leur savoir dans un cadre régi par la société. Bien plus qu'un métier, une solution pour l'autonomisation des femmes, l'artisanat est la traduction d'un art qui se transmet de génération en génération. Le Niger a fait face à une deuxième vague de Covid-19 en janvier 2021, mais depuis quelques semaines, le nombre d'infections a relativement baissé. À l'hôpital général de référence de Niamey, le service dédié à la pandémie est quasiment vide, une tendance à la baisse qui s'expliquerait notamment par la stratégie anti-Covid-19 adoptée par le gouvernement. Reportage de notre correspondant Sadou Elisé Mokhtar. La tendance de la pandémie de la Covid-19 est à la baisse au Niger. Selon les chiffres de la stratégie de riposte, sur un total de 23 983 cas confinés, 23 875 personnes sont définitivement sorties du confinement. Les 108 restants sont en cours d'autoconfinement. Ici, nous sommes à l'hôpital général de référence de Niamey, un centre dédié à la prise en charge des patients atteints de la Covid. Le pavillon consacré aux malades est quasiment vide. Les lits aussi. Nous avons un seul patient. Nous avons un seul patient, ça fait déjà, aujourd'hui, ça fait 8 jours. 8 jours qu'il est là. Un seul malade est en hospitalisation dans tout le centre. Depuis quelques jours, le service ne reçoit plus de malades. Une évidence pour démontrer l'efficacité de la stratégie de riposte mise en place par le Niger. Il fallait utiliser les produits qui probablement pouvaient guérir plus rapidement la pathologie, tout en étant certains qu'ils ne peuvent pas faire de mal à la population. Donc nous n'avons pas tergiversé très vite. Déjà dès les premiers cas, la première semaine, le protocole s'était arrêté. On avait pris la décision d'utiliser le protocole à base d'hydroxychloroquine, d'azithromycine, plus tous les traitements qui viennent à côté en fonction des cas. Et je pense que ça aussi, ça a été très
contributif pour nous permettre d'obtenir ces résultats. À ce jour, tous les patients qui ont été testés positifs ont bénéficié de ce protocole. Au Niger, les autorités sanitaires vite prises pour stopper la maladie, qui a déjà fait 176 décès. Outre l'état d'urgence sanitaire décrété dans tous les pays aux premières heures de l'apparition de la pandémie en mars 2020, plusieurs autres moyens ont permis au pays d'enregistrer un tel succès. Vous avez aussi le fait que là où il y avait le plus de cas, et qui était Niamey, on ne s'est pas contenté de rester sur un centre. Très rapidement, tous les autres hôpitaux, tous les autres centres se sont jetés dans la bataille, et c'est de façon très efficace, qui se sont mis à la prise en charge. Et toutes ces choses combinées, je pense très sincèrement, ont permis rapidement de gérer. Les gens n'ont pas eu peur d'aller au combat. De l'avis de plusieurs experts, le pays est sur le bon chemin. En attendant l'arrivée dans les prochaines semaines des premières doses de vaccins dans le cadre de l'initiative COVAX qui permettra au Niger d'éradiquer complètement la pandémie de son territoire. Dans le reste de l'actualité, le variant de la Covid-19 501 YV2 se propage de plus en plus en Afrique. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, CDC Afrique, a révélé ce jeudi que 17 pays sont désormais concernés par la présence de ce variant sur leur territoire. Parmi les pays cités, on peut notamment compter l'Afrique du Sud, le Cameroun, la République démocratique du Congo ou encore le Ghana et Maurice. Il est à noter qu'au 18 mars, le CDC Afrique faisait état de plus de 4 millions de cas confirmés de Covid-19 et 108 000 décès enregistrés en Afrique depuis le début de la pandémie. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.